Stop à l'apartheid en Palestine. Stop à l'apartheid en Palestine. No, l'apartheid Palestine. Nein für die Apartheid in Palästina. Stop à l'apartheid peuple palestinien. Stop apartheid en Palestine. آپارتاید در فلسطین رو متوقف کنید. Stop the apartheid in Palestina. Stop à l'apartheid en Palestine. Stop. Bonjour, salam alaikum à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Désolée pour le petit retard. Je suis Agnès, je suis l'animatrice aujourd'hui de cette conférence. Donc, merci à tous de participer à cette conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale d'Al-Quds Jérusalem. Cette conférence est organisée par la plateforme Stop à l'apartheid en Palestine, qui regroupe des associations belges, françaises et suisses, et des citoyens qui souhaitent dénoncer l'injustice dont souffre le peuple palestinien depuis trop longtemps déjà.
Chaque année, lors de cette journée d'Al-Quds Jérusalem, des millions de citoyens du monde se réunissent, organisent des événements, manifestent afin de protester contre le régime raciste et d'apartheid d'Israël et de soutenir le peuple palestinien opprimé. Très récemment, l'ONG Human Rights Watch a rendu un rapport accablant sur les crimes d'apartheid commis par Israël. Dans ce rapport, elle note qu'il y a des éléments constitutifs de crimes d'apartheid et contre l'humanité qui se retrouvent dans le territoire occupé dans le cadre d'une politique gouvernementale israélienne unique. Cette politique consiste à maintenir la domination des Israéliens juifs sur les Palestiniens à travers Israël et dans le territoire occupé. Elle s'accompagne dans le territoire occupé d'une oppression systématique et des actes inhumains à l'encontre des Palestiniens qui y vivent. Aujourd'hui, comme action et très modestement, nous organisons cette conférence avec questions-réponses et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous plusieurs invités. Monsieur Michel Collomb, fondateur du collectif Interaction, analyse des stratégies de guerre et de désinformation, auteur de plusieurs ouvrages dont Attention médias, Israël parlons-en. Nous avons également avec nous Cheikh Haïdar Mohajjal, qui est un représentant de Majah de référence musulmane chiite. Et nous aurons en vidéo, parce qu'il n'a pas pu être présent avec nous en direct, l'archevêque de Jérusalem, Anna Hatala, qui fera son discours via une vidéo qui sera diffusée. Nous allons aborder plusieurs questions. Comment en finir avec l'apartheid? Quelles sont les options possibles pour les Palestiniens pour sortir de ce système de racisme et d'oppression? Nos intervenants tenteront de répondre à ces questions en vous donnant plusieurs pistes de réponse sur ces sujets. Je précise qu'il s'agit d'une conférence débat et que vous pouvez poser vos questions via le fil de discussion sur Zoom ou alors sur la chaîne YouTube, sur le chat de YouTube. Donc nous allons démarrer directement par une question aux intervenants. La première question va préciser un petit peu une approche plurielle et historique et philosophique du fléau de l'apartheid. J'interroge Cheikh Haïdar. Bonjour, salam alaikum, Cheikh. Cheikh Haïdar, pourriez-vous commencer par clarifier pour nous l'aspect historique et philosophique derrière le fléau de l'apartheid, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Bonjour à vous d'abord et à tout le monde, à M. Michel Collomb aussi. J'espère que ma salutation arrivera aussi jusqu'à l'archevêque de Jérusalem. Et puis bonjour à tous les participants, à tous les assistants de cette émission. C'est un grand plaisir de trouver cette activité qui essaye ou bien qui voudrait attirer l'attention de l'opinion sur une question très importante et même c'est la question la plus importante actuellement dans notre monde d'aujourd'hui, d'ailleurs qu'il est depuis très longtemps déjà la plus importante, cette question. La question de l'apartheid et son historique et sa philosophie. Sachez que d'abord l'apartheid dans son mot, selon le mot dans le dictionnaire, le mot tout simplement, la signification du mot apartheid, ça veut dire mise à part, ou bien mis à part, ou bien séparation. On a voulu par ce mot, soi-disant, instituer deux peuples différents en prétendant leur donner leurs droits d'une façon équivalente, ce qui a été complètement différent de la pratique dans la réalité, où on a institué tout simplement un régime raciste. Mais avant d'entrer dans cet aspect de ce problème, il faut savoir que le racisme et la séparation entre les races, ou bien les gens, ou bien les êtres en général, sur base de préférence à un genre contre un autre, une race contre un autre, face à l'autre, face à une autre. Cette politique, elle était, dès le départ de l'existence de l'humanité, était condamnée
comme étant une politique partisane, injuste, n'est-ce pas, et puis qui fait de la ségrégation en fait. Si on regarde par exemple, même dans l'histoire religieuse, on voit que le diable, Satan, donc je regarde ici au niveau historique religieuse, donc le diable, Satan, il a refusé de se prosterner à Adam parce que soi-disant Adam a été créé à partir de la terre. Lui étant créé du feu, donc il s'estime donc supérieur et refuse de se prosterner devant Adam. Donc, dès le départ, religieusement parlant, le système de l'apartheid, le système de la séparation des races est un système condamné religieusement par toutes les religions, puisque sa pratique injuste se trouve à la base de la création d'Adam. Bon, revenons maintenant au niveau de l'histoire humaine. Dans l'histoire humaine, on sait très bien que depuis toujours, le colonialisme et puis les conquêtes en général ont essayé d'installer des systèmes de ségrégation et de systèmes de séparation de race entre les gens qui ont envahi, donc les envahisseurs, qui sont considérés comme supérieurs, et puis les gens envahis, les gens dominés, qui sont considérés comme des gens inférieurs. On en appelle les indigènes. Alors, donc, vous avez les gens d'origine, qui sont eux porteurs de civilisation, et d'un autre côté, vous avez des indigènes, les gens qui sont envahis par ces forces, n'est-ce pas, qui veulent les... depuis toujours, les conquérants ont adopté dans les contrées, dans les pays, dans les continents qu'ils ont envahis, ils ont adopté cette politique, n'est-ce pas, de domination envers la race existante déjà dans ces continents. La preuve est qu'aujourd'hui, la majorité des pays qui ont été envahis par des conquérants, ils sont soi-disant, soit complètement exterminés, donc inexistants, comme par exemple les Amérindiens, ou bien on a changé, si vous voulez, leur identité, on a changé complètement leur pensée, tantôt par la force. On n'est pas contre les échanges humains. Il peut y avoir des échanges humains, c'est tout à fait juste, mais de là à ce qu'il y a un conquérant par la force impose ce changement, ça ce n'est pas juste. Alors si on trouve par exemple maintenant, si vous regardez les États-Unis, vous regardez, vous savez où sont les Amérindiens, ils n'existent plus, ou bien ils existent comme une sorte de, ils ont une certaine existence folklorique des fois pour soi-disant fêter leurs différences et essayer de soi-disant prétendre leur donner, voilà, leur donner justice alors que leur existant complètement exterminé. Les Australiens, pareil, les indigènes en Australie, par exemple, les gens originaires de l'Australie, pareil. Donc, maintenant, pour arriver à l'histoire de l'apartheid, proprement dite, c'est dans l'Afrique du Sud. Donc, en Afrique du Sud, il s'est passé quelque chose de horrible. Et puis, les gens croient que cela existe seulement depuis à peu près un siècle. Alors que c'est complètement faux. En Afrique du Sud, le système de la ségrégation raciale se trouve depuis que les Hollandais ont atterri, ou bien ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'on appelle la colonie du Cap en 1600 et quelques. Donc depuis le XVIe siècle, le début du XVIe siècle. Donc déjà, ça fait 5-6 siècles que ce système existe, écrase les Noirs de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ça a été accompagné aussi par la politique en général de l'invasion de l'Afrique, là où on cherchait les esclaves, on les chassait pour les ramener afin de les utiliser dans les colonies, aussi dans d'autres colonies d'outre-mer, pour soi-disant les plantations et autres. Et aussi comme esclaves domestiques qui servent dans les maisons.
Alors maintenant, ce système d'apartheid s'est installé. Il a fait une séparation entre d'un côté les Blancs et de l'autre côté les Noirs, et même aussi les Indiens, il y a plusieurs races existantes. Mais c'est un système qui s'est révélé injuste et qui a été vu entièrement, qui a été vu par le monde entièrement comme étant un système injuste. Et c'est contre ce système-là que nous militons aujourd'hui. Après que on est arrivé à vaincre et éliminer le système en Afrique du Sud, nous voulons l'éliminer aussi en Palestine, à savoir là où l'État d'Israël essaye de le pratiquer d'une façon journalière contre le peuple palestinien. Voilà, c'est un petit regard historique, excusez-moi d'être un peu plus long de ce qu'il faut, mais voilà. Merci, cher. J'ai une autre question pour vous. Et ensuite, on interrogera Monsieur Michel Colomb, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Nous, ce qui nous intéresse aussi dans cette journée, c'est que c'est la journée internationale d'Al-Quds et que cette journée, c'est l'initiative d'une personnalité centrale dans la lutte contre les peuples opprimés, qui est l'imam Khomeini. On aimerait bien que vous nous donniez quelques précisions par rapport à cette initiative et par rapport à tout ce qu'elle implique en termes de lutte contre les injustices et soutien pour les peuples opprimés. S'il vous plaît, cher. Bah, écoutez, maintenant, tout ce bruit de liberté dans le monde, si elle doit quelque chose à quelqu'un, elle le doit à l'imam Khomeini. C'est l'imam Khomeini en 1979, 79, où il a soulevé, n'est-ce pas, la voix très haute au nom au nom de l'islam, en fait, contre la justice dans le monde, et il a réussi à fonder ce qu'on appelle aujourd'hui la République islamique en Iran. Cette République islamique en Iran met comme une priorité dans sa politique, n'est-ce pas, dans sa politique, et utilise tout son poids médiatique, financier, n'est-ce pas, moral, pour aider les peuples à se soulever lorsqu'ils sont maltraités, ils sont opprimés. Alors maintenant, l'imam Khomeini, dès le début, c'est la personne officielle dans le monde qui présidait un pouvoir officiel reconnu mondialement, qui a pris l'initiative de couper les relations avec le système d'apartheid, c'est-à-dire l'Afrique du Sud d'abord, et aussi l'État d'Israël aussi. Donc, il a coupé les relations tout de suite, dès la victoire de la Révolution, il a coupé la relation avec l'Afrique du Sud, avec l'Israël. Il a coupé aussi les alimentations en pétrole, parce que l'Iran fournissait le pétrole à l'Afrique du Sud et à Israël aussi. Il a coupé court à toute fourniture de pétrole à ces deux pays. Et il a considéré que ces deux pays sont des deux pays illégaux. Ils ne doivent pas exister, ils n'ont pas, ces systèmes ne doivent pas exister, ils doivent être bannis par tout le monde, ils doivent être en fait anéantis. Et la position de l'Empire, justement, a réveillé l'attention sur ce problème, et que suite à sa prise de position très forte, le monde a pris davantage de conscience par rapport à cela, et petit à petit, on est arrivé à vaincre le système d'apartheid en Afrique du Sud. Merci, cher. J'ai encore une question pour vous, oui, qui va concerner aujourd'hui, pour arriver à un aspect un petit peu pratique, comment pouvons-nous faire pour justement parvenir à anéantir définitivement ce système d'apartheid en Palestine? Ben, vous savez, dans l'islam et aussi aujourd'hui dans la pensée très évoluée de l'être humain, on donne beaucoup d'importance à la vie du peuple. Une population a le droit de choisir son sort. C'est une liberté que Dieu a donnée à l'être humain, et que l'être humain, à son tour, il l'a découvert, et maintenant il est en train de la consacrer, de la reconnaître, de l'asseoir, de la fortifier. Donc tout peuple a le droit de décider de son sort. C'est pourquoi la solution pour mettre fin à l'apartheid en Palestine, c'est de donner le droit au peuple palestinien et à tous les autres, par exemple, donner le droit à tous ceux qui ont le droit d'exister ou bien qui existaient en Palestine, et que leur droit en Palestine est un droit légal, et que leur existence en Palestine est une existence légale, leur donner le droit et la possibilité de faire
un référendum qui peut décider du sort de ce pays, qui peut mettre fin à l'apartheid et qui peut aussi reconnaître l'être humain en tant qu'être humain, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, et qui reconnaît aussi les lieux sacrés de cette ville sainte, elle s'appelle la ville de Quds, la ville de Jérusalem, et aussi donner aussi le droit à toutes les religions, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, de fréquenter ces lieux-là et d'aller faire leur pèlerinage dans ces lieux, faire leurs invocations, leurs prières. C'est un droit qui appartient à tout le monde et que ce pays devient enfin libre, malheureusement, dans ce monde où on prétend beaucoup à la valeur de la liberté. Merci beaucoup, Cher. Je vais poser maintenant quelques questions à notre invité, Monsieur Michel Collomb. Bonjour, Monsieur Collomb. Bonjour. Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, je vous entends. Vous m'entendez bien? Oui, très Bonjour. bien. Bonjour et merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. On a séquencé un petit peu les questions d'abord pour alimenter le débat au niveau des questions aussi du public. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions le public. Donc, monsieur Michel Collomb, en tant qu'expert dans tout ce qui est géostratégique, et notamment, vous avez écrit un livre sur Israël, on a une question sur l'affaiblissement géostratégique des États-Unis et donc d'Israël et un petit peu l'évolution des rapports de force mondiales. La question, c'est pour parler de la lutte contre Israël, il est nécessaire de prendre du recul et de replacer cette entité dans un cadre géostratégique plus large. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ce cadre et aussi de l'évolution des rapports de force mondiales? Volontiers. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cet échange. Je pense que c'est très important de permettre ainsi des échanges qui vont donner la possibilité à chacun d'abord de prendre courage et de voir qu'on n'est pas seul dans le combat, et ensuite, à une époque où on essaie beaucoup de nous décourager, nous démoraliser, de nous dire que c'est fichu. Et ensuite, je pense qu'effectivement, par rapport à cette situation où on nous présente, on nous a toujours présenté les États-Unis et Israël comme tout-puissants, pouvant faire absolument tout ce qu'ils voulaient, je crois que pour donner courage et en même temps des perspectives à notre combat, il est important de voir que le système d'exploitation économique et sociale et les injustices dont mon prédécesseur a très très bien parlé justement, ce système est dans une crise profonde. C'est une crise économique d'abord. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont faim dans le monde, il n'y a jamais eu autant de pauvres, et même dans les pays dits riches, la pauvreté progresse de façon terrible. On a une crise donc économique et sociale, on a une crise financière, avec les États-Unis qui sont un pays épouvantablement endetté, avec la bourse et la spéculation financière qui sont en train de détruire l'économie réelle, d'affaiblir l'économie. On a une crise militaire des États-Unis qui avant pouvaient se permettre n'importe quelle guerre et qui maintenant, ils n'ont remporté déjà aucune des guerres qu'ils ont lancées, Vietnam, Irak, Afghanistan, ils ont perdu partout. Et on a une crise morale, c'est-à-dire que de plus en plus de gens, y compris dans les pays riches, ne croient plus que ce système va apporter un avenir meilleur pour leurs enfants. Et on a une crise aussi, que je dirais stratégique profonde. Les divisions qu'il y a eu entre Trump et les démocrates, les divisions avec le Brexit et l'Union européenne, tout ça sont un indice que le rapport des forces est en train de changer et que les tout-puissants ont été extrêmement forts dans la période 45-89 et ont donné l'impression entre 89 et 2000 qu'ils pouvaient vraiment se permettre de tout faire. Mais en réalité, le changement du rapport de force est frappant et ça se voyait déjà avant la crise du Covid, mais la réponse absolument lamentable des États-Unis, de l'Europe et des pays les plus riches, incapables de protéger leur population, alors que d'autres pays dont on disait tant de mal ont réussi à limiter énormément les dégâts, c'est une confirmation que ce système est incapable même de protéger ses propres populations. Donc je crois que par rapport à ça, je disais,
le rapport stratégique a changé. Souvenez-vous, en 2001, après le 11 septembre, on a eu les confidences du général Wolfowitz qui a confirmé que les États-Unis, l'administration Bush et Rumsfeld, avaient prévu d'attaquer 7 pays arabes et musulmans, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, l'Iran, la Libye, le Soudan, je crois le Liban aussi dans la liste. Et donc, c'était une arrogance impériale maximale, et ils l'ont fait. Ils ont attaqué ces pays directement ou indirectement, tout ça s'est passé. Mais en 2013, on a eu un tournant historique, c'est-à-dire que les États-Unis et la France voulaient bombarder la Syrie, et au dernier moment, ils ont reculé. Il n'y a pas eu ces bombardements. C'est pour moi parce que la Syrie a résisté, la Syrie ne s'est pas effondrée, parce que la Russie et la Chine ont mis leur veto. Et donc là, on doit bien se rendre compte qu'on est dans un véritable tournant historique du rapport de force, qu'on n'est plus dans la même situation. Et donc, Israël aussi est affaibli. Vous avez tout récemment Human Rights Watch, qui est une ONG du système. C'est une ONG dirigée par des gens qui viennent de l'administration du gouvernement, qui prennent leurs instructions là, qui obéissent vraiment à ces gouvernements des États-Unis. Eh bien, même Human Rights Watch a déclaré que Israël était un État d'apartheid, qu'on ne pouvait pas le soutenir. Et donc, on doit bien voir que des gens comme Netanyahou ou comme Trump, extrêmement arrogants, agressifs, malhonnêtes, ne sont plus jugés assez présentables. Donc, on essaie même de les mettre de côté quelque part. Mais on doit bien se rendre compte que les dirigeants démocrates des États-Unis ont toujours été tout autant pro-Israël, mais d'une manière plus hypocrite, plus efficace. L'Union européenne aussi choisit la manière hypocrite. Elle verse un peu d'argent, elle fait semblant d'aider les Palestiniens, elle n'a pas cessé de critiquer Trump. Mais la chose importante, c'est que l'Union européenne a une coopération militaire étroite avec Israël sur la question des drones, sur la question de l'OTAN, dont en fait Israël est un membre, une coopération policière aussi. Donc, il y a, malgré ce changement de rapport de force, les États-Unis l'Union européenne, essaye toujours de soutenir le colonialisme israélien, mais d'une manière hypocrite et très déguisée. On voit aussi un affaiblissement d'Israël même. Ils n'arrivent plus à avoir un gouvernement. C'est un pays où la corruption a tellement affaibli le système que toute une série d'anciens premiers ministres et présidents sont en prison ou devraient y être, donc c'est quand même un peu paradoxal pour un État fort. C'est un pays, c'est comme un mini-empire et il a hérité de la corruption qui va avec. C'est quelque chose qui les affaiblit parce que cette corruption fait qu'une petite élite se remplit les poches et pendant ce temps-là, les jeunes ménages ont du mal à trouver un logement, la vie est chère, donc c'est un problème qui affaiblit Israël à l'intérieur. Bien entendu, je sais que ces gens-là qui sont parfois dans les rues ne prêtent pas attention aux Palestiniens parce que leurs médias ont réussi à les déshumaniser, à les écarter du paysage, c'est quelque chose de totalement abstrait. Donc, par rapport à ça, il est clair qu'on va devoir renforcer le mouvement BDS, puisque si c'est le portefeuille qui dirige Israël, il faut les toucher au portefeuille. Et donc, je crois qu'on a cette véritable indication du changement de rapport de force, d'un système d'exploitation qui est en crise aux États-Unis, en Europe, en Israël. Et donc, on doit bien se rendre compte que qu'est-ce qu'il leur reste finalement comme stratégie? Leur seule stratégie, c'est de nous diviser, de nous faire peur et donc de diaboliser les gens qui critiquent Israël ou qui agissent contre Israël. Dès que vous organisez la moindre activité, j'en ai fait l'expérience, mais beaucoup d'autres gens aussi, dès que vous prenez une position, que vous organisez une activité, PDS ou autre, pour le soutien au peuple palestinien, vous vous retrouvez traité de fascistes, d'extrême droite, payé par les dictateurs, antisémites, etc. Et donc, on doit analyser tout ce fonctionnement comme une stratégie de fabrication de l'ignorance. Il y a eu récemment des documentaires intéressants sur le fait que l'industrie du tabac a essayé, dès les années 50, 60, 70, de fabriquer une opinion ignorante, de semer le doute en disant « mais non, la cigarette, c'est pas bon pour la santé » ou en tout cas, on ne sait pas, etc. L'industrie nucléaire a fait la même chose, d'autres industries
des États-Unis extrêmement polluantes ont fait la même chose. Et donc, en fait, on essaye de semer le doute, on essaie de fabriquer l'ignorance et surtout, on essaie de nous diviser, de diviser les peuples. Et c'est par rapport à ça, je crois, qu'on a bien fait d'insister, comme mon intervenant précédent l'a vraiment bien fait, d'indiquer que, d'une part, c'est toujours la même guerre, que le colonialisme est pardon, la conséquence et l'instrument indispensable d'un système d'économie qui exploite, d'un système injuste, et que donc on doit absolument ne pas se laisser diviser et pratiquer l'unité par rapport à tout cela. Il faut absolument éviter de se faire coincer dans l'idée qu'on mènerait un combat contre les Juifs, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est une arme très précise du lobby médiatique sioniste en Europe et ailleurs, c'est de faire croire que si vous critiquez Israël, c'est parce que vous êtes contre les Juifs. Donc, on a bien expliqué que ce n'est pas une question de religion. Personnellement, en tant que laïc, je suis pour la liberté de religion et pour l'unité de toutes les religions, y compris les Juifs, pour la justice sociale, pour la paix. Et donc, on sait très bien qu'il y a une série de Juifs en Palestine et ailleurs qui défendent à fond les droits des Palestiniens. Et donc, on a vraiment comme responsabilité, je crois, d'indiquer que c'est un combat contre le colonialisme, synonyme de l'apartheid, on l'a très très bien indiqué avant moi, et c'est un combat contre l'injustice tout simplement, et ce n'est pas une question de religion, c'est justement un combat contre le racisme pour la liberté de tout le monde. Donc je crois que, pour résumer, cette perspective stratégique que nous venons d'esquisser rapidement, elle est très importante pour comprendre qu'effectivement, le combat des Palestiniens et la solidarité avec les Palestiniens sont au centre de la question stratégique mondiale et du rapport de force mondial. C'est une bataille pour la démocratie. Les États-Unis, l'Europe veulent éviter une chose, c'est qu'il y ait la démocratie là où il y a le pétrole. S'ils veulent continuer à voler le pétrole, il faut absolument que les peuples n'aient rien à dire. Les peuples pourraient utiliser le pétrole, comme Hugo Chavez l'a fait au Venezuela, ou le gaz avec Evo Morales en Bolivie, pour non pas enrichir les multinationales, mais avec ces revenus-là, donner des soins de santé, l'éducation, de la culture, des boulots pour les jeunes. Et ça, c'est un usage intelligent des ressources énergétiques. Mais justement, États-Unis et Europe ne veulent pas ça, ne veulent donc pas reconnaître le droit démocratique des Palestiniens, veulent s'en servir pour maintenir un système autoritaire et féodal et antidémocratique dans l'ensemble du monde arabe et musulman. C'est pourquoi le combat palestinien, il est effectivement au cœur du combat pour la libération, non seulement du Moyen-Orient, mais de l'ensemble du monde. Merci Monsieur Collomb. Par rapport à ça, justement, c'est vrai que nous, on a choisi effectivement de présenter cette question-là sous l'angle de l'apartheid, parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui un concept qui est légalement, qui a des conséquences juridiques, et c'est pour ça notamment que l'ONG Human Rights Watch, par rapport aux crimes commis par Israël envers les Palestiniens, a pu considérer qu'effectivement c'était des crimes d'apartheid et que c'est quelque chose qui existe déjà légalement. La question c'est, est-ce que finalement c'est pas réducteur? Est-ce que finalement on va dire on attaque le problème du bon angle en mettant vraiment en avant que c'est un système d'apartheid et qu'il faut lutter contre ce système raciste? Et est-ce que finalement on n'élude pas d'autres crimes qui sont commis par Israël actuellement avec les Palestiniens et la terre palestinienne? Je crois que ça n'empêche pas d'en parler, et il faut en parler. C'est des choses qui doivent être présentées à l'opinion publique de manière, je dirais, quotidienne. Et il faut essayer d'avoir des vidéos, des choses courtes, des choses modernes qui vont en parler à l'opinion. Mais je ne crois pas, non. Je pense que, comme mon prédécesseur l'a très bien montré, l'apartheid est le corollaire quasiment inévitable du colonialisme. Vous n'avez pas un colonialisme avec l'égalité. S'il y avait égalité entre le colonisé et le colonisateur, il n'y aurait pas de colonialisme, il n'y aurait pas d'agression, il n'y aurait pas de pillage. Donc non, je crois que l'apartheid, il est au cœur de la définition du colonialisme, qui est le vol de la terre, le vol des ressources et la négation de la démocratie. Non, je pense que c'est un très bon choix. Moi, dans ma jeunesse, j'ai participé à des actions de base, à la porte des supermarchés, des choses comme ça.
contre l'apartheid en Afrique du Sud, et on allait le samedi matin à la porte des carrefours et des supermarchés comme ça, et on expliquait aux gens qui n'étaient pas informés, vous savez, vous achetez les oranges d'Afrique du Sud, ok, elles sont très bonnes, mais il faut savoir dans quelles conditions sanglantes elles sont produites, et donc est-ce que vous voulez être complice de ça? Et donc c'est quelque chose qui a eu un très grand impact, et finalement l'Afrique du Sud a dû reculer suite à ces pressions internationales, et donc je crois que l'exemple, je l'avais indiqué d'ailleurs dans le livre Israël, parlons-en, dont vous avez parlé, j'ai interviewé une personne qui s'appelait Virginia Chile d'Afrique du Sud, qui faisait très clairement elle-même le parallèle entre l'apartheid en Afrique du Sud, l'apartheid en Israël. Desmond Tutu a dit que c'était encore pire en Palestine qu'en Afrique du Sud. Donc non, je crois qu'on en fait très très bien de désigner ce régime comme régime d'apartheid. C'est quelque chose de simple qui parle à tout le monde. À part les racistes convaincus et minoritaires, tout le monde est contre cette manifestation totale du racisme. Donc, je pense que c'est une très, très bonne manière de qualifier le combat. Très bien, merci Monsieur Colomb. Pour la suite des interventions, nous allons diffuser la vidéo de l'archevêque de Jérusalem. Et après cette intervention vidéo, nous allons passer à la séance de questions-réponses avec les questions que nous avons reçues sur le fil de discussion Zoom ou alors sur le chat de YouTube. أيها الأحباء، أيها الإخوة والأخوات، يطيب لي أن أخاطبكم من رحاب مدينة القدس بمناسبة يوم القدس العالمي، موجها لكم تحية عطرة من رحاب مدينتنا المقدسة، من رحاب مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية. المسلمون يصومون شهر رمضان ويستعدون لاستقبال العيد السعيد، والمسيحيون يحتفلون بعيد القيامة في كنيسة القيامة في القدس. ونحن في المدينة المقدسة مسيحيين ومسلمين كنا وما زلنا وسنبقى عائلة واحدة مدافعة عن الحق والعدالة، سنبقى شعبا واحدا مدافعا عن القدس ومدافعا عن المقدسات ومدافعا عن القضية الفلسطينية التي هي أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث. وبمناسبة يوم القدس العالمي نناشد ونطالب أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج، كما ونطالب المسيحيين في كل مكان والمسلمين في كل مكان، ونناشد كافة الأحرار في عالمنا المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية بأن يلتفتوا إلى شعبنا وقضيته العادلة، وأن يلتفتوا إلى مدينة القدس التي تعاني من سياسة التطهير العرقي ومن سياسات عنصرية غاشمة بحق مقدساتنا وأوقافنا ومؤسساتنا وإنساننا الفلسطيني المقدسي. ورغما عن كل المظالم والمعاناة والتآمر الذي تتعرض له القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص، فإن أبناء فلسطين وخاصة في القدس هم يعبرون دوما عن رفضهم للاحتلال وسياسات الاحتلال، ينتفضون، يناضلون، يعبرون عن صمودهم وإبائهم وانتمائهم ورباطهم في هذه المدينة المقدسة. المقدسيون يقفون بالمرصاد
لأولئك الذين يعتدون على القدس وهويتها وتاريخها. واليوم في حي الشيخ جراح وفي سلوان وفي البلدة القديمة وفي غيرها من أحياء القدس هنالك استهداف غير مسبوق للفلسطينيين وللمقدسيين بشكل خاص. هنالك سياسة تطهير عرقي، هنالك مخططات احتلالية لتصفية الوجود الفلسطيني في مدينتنا المقدسة. ولذلك فإننا نناشدكم، نطالبكم، وأنتم تشاركون في هذا اللقاء، في هذه الندوة التي تعقد افتراضيا عبر الزوم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. نناشدكم بأن تكونوا مع القدس، بأن تكونوا مع فلسطين. وعندما تدافعون عن القدس وعن فلسطين أنتم تدافعون عن أنفسكم، عن تاريخكم، عن قيمكم، عن إنسانيتكم، تدافعون عن أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، ألا وهي قضية فلسطين. شكرا لكم أيها الأحباء في فرنسا وفي سائر أرجاء العالم. كل من يتابعنا الآن نحييكم، نحيي أصدقائنا، أصدقاء فلسطين، ونتمنى لكم دوما بأن تكونوا في صحة وعافية وقوة. نهنئ إخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان، بمناسبة الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي بعدها يتم استقبال العيد، كما ونهنئ المسيحيين الذين يحتفلون بعيد القيامة. كل التحية لكم وشكرا على جهودكم وعلى نشاطكم. Cheikh Haïdar va faire une petite traduction du discours de l'archevêque de Jérusalem. Merci, Cheikh. Oui, salam alaikum, de nouveau. Salam. Je suis en train de... Pour les non-arabophones. Voilà. Donc, voilà, je tiens, avant de faire la traduction plus ou moins, comment dirais-je, précise, plus ou moins précise de ce qu'a dit notre ami et notre archevêque de Jérusalem. Donc, l'archevêque de Jérusalem, Atallah Hanna, est un personnage très connu dans la lutte pour la cause palestinienne et dans la lutte pour la ville de Quds de Jérusalem. Et donc il a tout d'abord commencé son discours en s'adressant aux croyants aux croyants de valeurs de la liberté, de la dignité, de l'humanité, de prêter leur attention au peuple palestinien et à sa cause juste, et prêter attention aussi à la ville de Jérusalem, la ville de Quds, qui souffre de la politique de l'épuration raciale et de la politique raciste envers son être humain, envers ses humains, envers ses lieux sacrés et envers les établissements, nos établissements et notre humain palestinien et Jérusalem en général souffre de toute cette injustice et malgré toute cette souffrance et injustice et tous les complots, n'est-ce pas, les complots envers la Palestine, il dit malgré toute cette souffrance, il dit que, attendez, donc malgré toute cette souffrance, chers amis, les frères et les sœurs continuent à lutter. Et donc, je me suis trompé un peu, excusez-moi, parce que là, il y a un défaut de numérotation.
Donc, il répète en disant que ça lui fait plaisir de parler donc, de la ville de Quds à l'occasion de cette journée internationale qui s'appelle la journée internationale de Jérusalem, de Quds. Et il dit que je vous envoie une salutation embaumée par le parfum de notre ville sacrée, de nos lieux sacrés, musulmans et chrétiens. Donc, les musulmans, actuellement, ils sont en train de jeûner le mois de Ramadan et se préparent pour recevoir la fête heureuse du mois du Ramadan, la fête de rompre le jeûne. Et les chrétiens aussi, ils fêtent leur Pâques, de la résurrection de Jésus. Ils font cette fête à la basilique de la résurrection de Jérusalem. Donc, musulmans et chrétiens, nous serons toujours pour la défense du droit et de la justice. Donc ici, il dit que les musulmans qui vivent le mois de Ramadan et les chrétiens qui vivent l'occasion des Pâques, à cette occasion-là, nous, musulmans et chrétiens, n'est-ce pas, nous serons toujours pour défendre le droit et la justice. Et nous resterons toujours un seul peuple défendant Quds, Jérusalem, et défendant aussi les valeurs sacrées et défendant la cause de la Palestine, la plus juste cause de l'histoire humaine. À l'occasion de ce jour international de Quds, nous appelons et nous demandons à notre nation arabe de l'océan jusqu'au Golfe, et nous demandons aussi aux chrétiens partout dans le monde et aux musulmans partout dans le monde et à tous les êtres libres, notamment, les croyants aux valeurs de la liberté, à tous les êtres libres, notamment les croyants aux valeurs de la liberté, de la dignité humaine, de prêter attention à notre peuple et à sa cause juste, et de prêter attention à la ville de Quds de Jérusalem, qui souffre de la politique de l'épuration raciale, et qui souffre de la politique raciste. Et cette politique qui fait souffrir notre humain et qui fait souffrir aussi nos établissements et notre existence totale. Mais malgré les complots et les souffrances, malgré les complots dont souffre la cause palestinienne en général et Jérusalem en particulier, les fils de la Palestine, et notamment les fils de Quds, de la ville de Quds, continuent et expriment toujours leur refus de l'acceptation de ces politiques et de l'occupation. Donc, les gens de la Palestine, et particulièrement les gens de la ville de Jérusalem, expriment, comme toujours, et s'expriment toujours contre l'état de l'occupation. Ils se soulèvent, ils se révoltent, ils militent et expriment toujours leur refus de l'appartenance de cette ville sacrée qui est la ville de Jérusalem, d'appartenir à cet État. Ceux qui agressent la ville de Jérusalem et son identité et son histoire, et aujourd'hui, ils agressent la ville de Jérusalem, ces quartiers, Sheikh Jarrah, le quartier du Sheikh Jarrah, le quartier qui se trouve au cœur de la ville, le quartier de Salwan et l'ancienne ville de Jérusalem, il y a une agression très grave contre les Palestiniens et les habitants de la ville de Jérusalem. Contre ces agressions,
et contre ces plans racistes, nous vous demandons, nous vous appelons de ce lieu, et notamment vous dans cette rencontre à travers Zoom, nous vous appelons et nous participons avec vous à être avec Jérusalem, avec le Quds et avec la Palestine. Parce que lorsque vous défendez la Palestine, vous défendez le Quds, vous défendez vous-même, vous défendez vos droits, vous défendez la cause la plus juste de l'histoire. En défendant la cause de Jérusalem, de Quds, vous défendez la cause la plus juste de l'histoire. Avec ces mots, il a terminé et ensuite il a félicité tout le monde pour l'arrivée, comment dirais-je, rapide, hein, donc bientôt de la fête du mois du Ramadan. Il a félicité aussi les chrétiens pour la fête de Pâques et il a dit que, voilà, donc, dans l'espoir de continuer toujours dans cette lutte, nous félicitons tous les gens qui y participent. Et que, voilà, il a terminé son discours avec la salutation, notamment les intervenants et ceux qui participent à cette activité. Voilà. J'espère que je suis arrivé à traduire exactement, à être fidèle à ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cher. Merci beaucoup pour ce travail. Cher, et merci à l'archevêque de Jérusalem pour son message de paix et de demander à l'humanité finalement de lutter contre cette injustice. Je rebondis sur une question qui est arrivée dans le fil de discussion de Zoom et je trouve qu'il va un peu dans le prolongement de ce qu'a dit l'archevêque de Jérusalem. Donc je pose la question telle qu'elle a été formulée. Que répondre aux personnes poussant l'idée que la lutte palestinienne est uniquement un sujet qui concerne les Palestiniens, les Arabes ou les musulmans? Quel lien y a-t-il entre l'oppression des Palestiniens et l'oppression subie par d'autres peuples dans le monde? Si vous pouvez répondre rapidement, Cheikh et Monsieur Colomb, pour qu'on respecte le temps, s'il vous plaît. La question, c'est vraiment en quoi cette question, finalement, elle est mondiale et quels sont les liens entre l'oppression des Palestiniens et l'oppression des autres peuples dans le monde? Eh ben, j'attends mon ami, Monsieur Colomb, à commencer. Vas-y. Monsieur Colomb. Je suis content que vous ayez choisi cette question-là. Elle me semble effectivement centrale. Et je répète ce que j'ai dit. En fait, c'est toujours la même guerre. Que ce soit en Palestine, au Venezuela, au Congo, au Vietnam, à Cuba, partout, c'est toujours la même guerre. C'est-à-dire qu'un peuple ne pourra pas se libérer en disant « mes voisins sont en prison, mais ce n'est pas mon problème ». Ça ne sera pas une véritable libération. Et nous sommes en fait engagés dans le même combat. Si les Palestiniens souffrent, c'est parce que les États-Unis et l'Europe ont décidé que le pétrole du Moyen-Orient, ça leur appartient, qu'ils en ont besoin pour des raisons économiques, que les États-Unis en ont besoin pour exercer un chantage envers la Chine, l'Inde, le Japon, etc. Donc c'est un instrument de domination mondiale. Mais cette domination mondiale, elle se porte sur d'autres matières premières, bien entendu, la biodiversité, les minerais, les diamants, les métaux rares. Et donc, c'est un système global qui veut continuer à piller les ressources d'une manière qui met d'ailleurs en danger notre planète et qui veut continuer à piller les main-d'œuvre partout. Donc, si on a la démocratie en Palestine et dans le Moyen-Orient, ça veut dire que, comme je le disais, les gens auront la maîtrise de leur économie, de leur système social, ils pourront lutter contre la pauvreté, ils pourront faire en sorte qu'il y ait une libération de la femme également, c'est très important, qu'il y ait une place dans les jeunes, que la société soit accueillante envers les jeunes. Et donc, le système ne veut pas ça. Le système
ce sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes multinationales qui dominent, c'est moins qu'1%, c'est 0,01% qui domine l'ensemble de l'économie mondiale. Ils utilisent les mêmes mensonges et donc c'est très important de se rendre compte que c'est le même combat. Et je voudrais donner un exemple. Dans ma jeunesse, le Vietnam, tout petit pays en Asie, pas de grande richesse, pas de grande puissance, pas d'armée, a réussi à mettre en échec les États-Unis qui étaient à ce moment-là au sommet de leur puissance, qui avaient des armements effrayants, qui ont bombardé à l'arme chimique, qui ont commis des massacres épouvantables. Et qui a gagné au final? C'est David contre Goliath. Et donc, ils ont réussi, parce qu'ils étaient unis, qu'ils avaient une très bonne direction, unis, luttant contre la corruption, écoutant les gens, se souciant de la protection des gens. Et il y avait des manifestations partout dans le monde. Dans ma jeunesse, j'ai participé à ça. Nous étions des millions, des dizaines de millions à dire « US go home ». Donc, si on parvient à recréer ça, c'est la recette pour la victoire de la libération palestinienne. C'est toujours la même. Oui, c'est toujours la même guerre, c'est toujours les mêmes ennemis, c'est toujours les mêmes mensonges. Et je voudrais insister, ceux qui défendent la cause palestinienne doivent absolument éviter de se limiter au problème de la Palestine. Il faut être capable en même temps de combattre les mensonges qui frappent le Venezuela, la Bolivie, le Congo, des pays de l'Afrique, de l'Asie, partout, même des pays. Vous savez, en Europe de l'Est maintenant, on a un colonialisme. On a une série de pays d'Europe de l'Est qui ont été annexés, colonisés. On a détruit leurs économies. Il y a énormément de pauvreté. Les gens sont obligés d'aller travailler à l'Ouest. Vous avez des Polonais, des Ukrainiens, des Roumains qui viennent ici pour travailler pour des salaires de misère. Vous avez par exemple, sur nos autoroutes sont encombrées de camions avec des femmes qui sont loin de leur famille pendant 6 semaines pour conduire pour des salaires de misère, des camions qui polluent partout. Donc, vous voyez, le colonialisme est un phénomène mondial et on ne pourra pas dire « moi, je vais me libérer tout seul et les autres ne s'en occupent pas ». On va perdre ou gagner tous ensemble. Merci, M. Collomb. J'aimerais ajouter aussi un petit mot après ce qu'il a intervenu. M. Collomb, c'est vraiment, il a donné une réponse très bien au niveau pratique, mais seulement, moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à la question morale. Parce que l'appartenance de l'être humain à son idée, qu'elle soit religieuse ou autre, elle passe tout d'abord par l'effort de faire la différence entre ce qu'il appelle le droit et l'injustice, le bon et le mauvais, le faux et le correct. Et donc, tout être humain ne peut pas se qualifier en tant que tel sans accomplir le devoir de se positionner par rapport à toutes les questions de la justice dans le monde et de l'injustice. C'est pourquoi, tout d'abord en tant que musulman, et aussi en tant qu'humain, je ne peux pas être indifférent par rapport à une souffrance, par rapport à une injustice dans le monde, que ce soit en Palestine, comme il vient de le dire, ou bien au Venezuela, ou bien en Afrique du Sud, ou bien même sur Mars. Moi, en tant qu'être humain, capable de sentir le vrai et le faux, capable de connaître la vérité de la fausseté, capable de connaître la justice de l'injustice, je n'ai pas le droit de rester indifférent par rapport à la transgression de la justice, à la transgression du droit, comme c'est le cas en Palestine. Voilà. Je poursuis sur une autre question que je récupère directement dans le fil de discussion. Je vais reprendre la question sur une possible solution du problème qui revient souvent de la question palestinienne. Je lis tel que ça a été posté. La situation est délicate en Palestine. Est-ce une terre pour 2 peuples ou pour un seul peuple? Et si on suit cette logique, la solution change. Qui décide du sort définitif et comment s'en sortir? Les Israéliens pourront prétendre qu'ils n'auront pas de pays. Est-ce qu'une cohabitation est-elle possible? C'est un petit peu la question de
finalement, est-ce qu'il faut un État pour deux peuples ou deux États pour un même peuple? Donc voilà, si vous pouvez nous apporter vos idées, Monsieur Colomb ainsi que Cheikh. Je vous en prie. Monsieur Colomb. Bon. Écoutez, je pense que c'est aux Palestiniens de décider la solution politique qu'ils souhaitent, la solution à long terme et éventuellement des compromis à court terme pour parvenir à une solution, comme en Afrique du Sud ça a été fait, c'est au peuple palestinien à le décider. Je pense que l'idée de faire deux États sur cette terre en soi n'est pas la solution. Je pense que ce serait perpétuer les divisions que justement le colonialisme s'était forcé d'instaurer. Je pense que la résistance palestinienne, depuis longtemps déjà, a établi une distinction en disant « nous, on souhaite qu'il y ait un seul État, tout le monde est le bienvenu et aura les mêmes droits, c'est ça la démocratie sur cette terre, qu'on soit un homme, une femme, un musulman, un juif ou un laïc, tout le monde aura exactement les mêmes droits. Je pense que ça, c'est la solution. Ça prendra du temps, on s'en rend bien compte, c'est comme ça que ça s'est passé en Afrique du Sud aussi, et il a fallu du temps, mais je pense que la cohabitation est possible, ça a été démontré. Et oui, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Les sionistes essayent de faire croire que s'ils sont en minorité, objectivement ils sont en minorité par rapport au nombre de Palestiniens qui sont sur place et qui ont été chassés, que s'ils sont en minorité, mais alors on va les jeter à la mer. Vous savez, c'est le vieux fantasme habituel. Mais la résistance palestinienne a bien dit que tous ceux qui veulent rester et accepter les nouvelles règles du jeu, c'est-à-dire les règles démocratiques, pourront rester là. Et donc, je crois que ça, c'est la solution de la paix, c'est la solution d'avenir. Et le travail qu'on a à faire, c'est d'expliquer qu'effectivement, il n'y a pas de raison de commencer à diviser un pays. Un autre intervenant a demandé, oui, mais les Israéliens disent qu'ils étaient là avant les Palestiniens, donc ils reviennent sur la terre que Dieu leur avait donnée, etc. Je pense que ça, c'est la négation même de la démocratie. C'est un mythe qu'on aurait chassé les Juifs de la Palestine en l'an 70 après Jésus-Christ. Un historien israélien, Shlomo Sand, Ilan Papé aussi, ont montré que c'était un mythe, que c'était faux. Donc on nous raconte des histoires. De toute façon, ce n'est pas même à supposer que théoriquement, il y a 2000 ans, il y aurait eu quelqu'un là-bas, mais je pense que ni Dieu ni personne ne peut dire, voilà, puisque nos ancêtres étaient là il y a 2000 ans, maintenant vous sortez et nous on prend la place. Ça, c'est la négation même des relations humaines et égales et démocratiques entre les peuples. Donc voilà, ceux qui sont là ont à rester et à trouver des solutions entre eux. Donc, un État pour deux peuples qui cohabitent. Oui. Est-ce qu'on peut j'ajouterais en fait à l'idée que moi, en tant que musulman et spécifiquement chiite, je n'ai pas la notion de ce qu'on appelle la notion nationaliste ou bien nationale, puisque je pense que la terre appartient à Dieu, et elle appartient à Dieu, l'a donnée à tout le monde. Tout le monde a le droit d'aller là où il veut et vivre là où il veut, tout en ayant le droit à ce que ses droits, sa dignité soient protégés et défendus. On n'est pas contre l'idée que les Juifs viennent vivre dans les pays musulmans, que ce soit en Palestine ou ailleurs. D'ailleurs, l'histoire est pleine de l'histoire de nos villes où se trouvait presque dans chaque ville un quartier qui s'appelle quartier juif ou quartier chrétien ou quartier… Bon, ça existait, ça a toujours existé. Le vivre ensemble, c'est un devoir de chaque musulman, de chaque croyant, et aussi de chaque être doué de sens et de justice, de pouvoir vivre ensemble, Donc, le problème n'est pas au niveau que les Juifs, où est-ce qu'ils vont être logés, où est-ce qu'ils pourront vivre. Ils pourront vivre comme tout le monde partout. Ils pourront vivre comme tout le monde, même en Palestine, ils pourront vivre. Mais ce que nous refusons, nous, ce que
la chose contre laquelle nous luttons, nous exprimons, nous organisons nos activités, nous condamnons, c'est le fait de faire un État au modèle de colonisation, au modèle colonialiste, qui veut imposer un système qui ne va pas dans le sens des droits des gens de ce pays. Donc, que ça soit le problème, ce genre de problème existe en Palestine ou n'importe où ailleurs, nous devons condamner ce genre de système. Nous devons condamner ce genre de politique, de ce genre d'arrogance. En fait, le problème se trouve au niveau de l'arrogance. L'arrogance n'est pas seulement un problème au niveau des États, au niveau des pouvoirs et des puissances, même au niveau des personnes. L'arrogance est une attitude, un comportement à bannir, à éduquer les gens à ne pas l'être, n'est-ce pas? Si les Juifs venaient en Palestine et voudraient vivre au même niveau d'égalité avec les autres Palestiniens, d'ailleurs, ils existaient, ils se trouvaient. Les Juifs partaient en Palestine parce que la Palestine, pour eux, c'est une terre sainte. Donc, ils aimaient aller vivre sur cette terre sainte. C'est le souhait de chaque chrétien, de chaque juif, et aussi de beaucoup de musulmans, d'aller vivre en Palestine, parce que pour eux, ce sont des lieux saints. Donc, ces lieux saints sont souvent les gens qui arrivent à un certain âge, ils ont envie d'aller vivre dans les lieux saints. C'est exactement comme les gens qui font leur pèlerinage à Lourdes, par exemple, ici en France, en Europe. Et donc, c'est un besoin naturel, c'est tout à fait légal et normal. Mais de là à venir dominer le pays pour, n'est-ce pas, prendre les maisons et la terre de force à des gens qui habitent d'une façon légale et juste, ça c'est injuste, on peut pas l'accepter. Et aussi, par rapport à la question de, comme il a dit mon prédécesseur, mon ami M. Collomb, il a bien dit, il a fait toute une étude tout à fait détaillée qui montre que il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle d'exode de la Palestine. Il y a eu un exode des Juifs en Palestine, mais il n'y a pas eu d'exode de la Palestine vers l'extérieur. Et nous sommes, nous, avec le droit. C'est-à-dire, nous ne refusons pas le droit que les Juifs viennent vivre ici ou là. Ce n'est pas une question, c'est parce que vos ancêtres vivaient ici, c'est que vous avez le droit à prendre ce pays. Mais vos ancêtres sont aussi les Palestiniens. Ces Palestiniens qui sont aujourd'hui en Palestine, dans le temps, étaient des Juifs, et puis ils sont devenus chrétiens. Et puis aujourd'hui, une grande partie parmi eux sont devenus musulmans. Il y a encore parmi eux qui sont des chrétiens. Donc, ce n'est pas parce que vos ancêtres étaient dans un pays, c'est que vous avez le droit de s'accaparer ce pays et le prendre injustement. Mais ces gens-là qui habitent, si vous avez un lien de parenté avec eux, ce sont vos cousins, ce sont peut-être les descendants de vos aïeuls, de vos ancêtres. Qui dit que les Palestiniens aujourd'hui ne sont pas les descendants, par exemple, de Jacob et de Isaac, mais qui sont devenus musulmans ou ils sont devenus chrétiens? Soyons logiques. Il y a une justice à établir ensemble, que nous soyons des musulmans, des juifs ou des chrétiens. Nous devons œuvrer ensemble pour une justice mondiale où tous les êtres humains sont propriétaires de leurs droits et de leur dignité. Cheikh, merci beaucoup pour cette intervention. Vous m'avez aidé dans ma transition pour la prochaine question, effectivement, qui concerne le vivre ensemble. C'est notamment quelles actions pratiques nous recommandez-vous en tant qu'individu, donc en tant qu'être humain, comme vous disiez, pour aider à lutter contre Israël et l'oppression des Palestiniens? Je ne vais pas toujours commencer le premier, je vous cède la parole. Merci bien, merci. Et donc, si vous voulez bien répéter la question. Oui, bien sûr. Je n'ai pas bien saisi le début, je n'ai pas saisi. Quelle action pratique nous recommandez-vous en tant qu'individu pour aider à lutter contre Israël et l'oppression des Palestiniens? Oui. Donc, écoutez, moi, la réponse que j'ai, c'est cette devise que notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible, nous l'a dit. Elle a dit, celui qui voit une
une injustice, quelque chose d'injustice, il doit la changer avec sa main. S'il ne peut pas le faire, il la change avec sa langue, en parlant. S'il ne peut pas le faire, il la change au moins dans son cœur, et ça c'est le niveau le plus bas, enfin le minimum niveau de la foi. Et donc, il est le devoir de chacun, lorsqu'il voit l'injustice, il doit s'insurger contre l'injustice. Dire, par exemple, que je recommande, c'est en fonction de possibilités. Bien sûr, si par exemple, moi je suis capable de faire pression sur l'État Israël, de céder devant le droit des Palestiniens, d'abroger annuler ce système d'apartheid, de donner le droit à tous les Palestiniens existants d'être des citoyens égaux avec les autres et qu'il y a un État où il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas d'injustice. Si je peux le faire, oui, je dois le faire. Si je ne peux pas faire cela, je dois résister, par exemple, en aidant le peuple palestinien. Le peuple palestinien, il est là, il est en train de subir chaque jour, en train d'être tué, frappé, massacré, n'est-ce pas? Donc, je dois l'aider et doit le soutenir dans son combat pour ses droits. Et si je ne peux pas le faire non plus, je ne peux pas soutenir ce peuple, je dois au moins faire ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire parler, condamner, s'exprimer, répondre à la conscience, rendre les gens conscients de ce problème et leur dire, leur montrer que le problème est le vôtre aussi. Ce n'est pas seulement le problème palestinien, c'est le problème de tous les êtres humains, de parler de l'injustice et de la condamner et encourager les élus, les personnes qui travaillent la politique à aller dans le sens de porter, n'est-ce pas, assistance à la justice contre l'injustice. Voilà. Oui, je pense qu'il y a actuellement déjà beaucoup d'initiatives et d'actions qui se font dans tous les pays sur beaucoup de plans et c'est magnifique et ça doit continuer. Mon impression est que l'action la plus centrale maintenant, c'est BDS, c'est-à-dire le boycott des produits palestiniens, des produits sionistes, des produits de l'occupation militaire et de l'apartheid, le désinvestissement, c'est-à-dire que les firmes privées occidentales, les institutions, les universités, etc., cessent leurs investissements et leur collaboration avec les autorités sionistes pour marquer le coup et refuser l'apartheid. Je crois que ce soit BDS ou que ce soit les autres actions, le principal problème que nous avons, c'est de ne pas nous adresser seulement aux gens qui sont déjà convaincus. Ça veut dire qu'on va pleurer ensemble, oui, c'est vraiment pas bien, c'est triste, etc. Et ça ne sert à rien. La seule chose qui importe, c'est de parler aux non-convaincus, aux gens qui hésitent, aux gens qui se posent des questions, ou aux gens qui simplement pensent ben, « ça ne me concerne pas, c'est un problème des gens de là-bas, ce n'est pas pour moi ». Et là, je crois que nous devons surtout mener la bataille de l'information et de la communication. Il faut que les gens autour de nous, il faut parler dans le métro, à l'école, au travail, sur Internet, mais vraiment partout où c'est possible, il faut dire, voilà, vous êtes désinformés, que ce soit vos médias, votre presse écrite, votre télé, l'école, malheureusement, souvent, on vous désinforme, on vous raconte une histoire où Israël est gentil, où les Palestiniens et les Arabes sont les méchants, les terroristes, etc. Et donc, on inverse vraiment les principes de la propagande de guerre, on fait passer les agresseurs pour des victimes et inversement. Et je crois que donc, on a une grosse bataille à faire sur comment les gens sont informés, c'est-à-dire désinformés. J'ai fait une vidéo d'une quinzaine de minutes qui s'appelle « Comment Israël manipule Internet et Wikipédia ». Ça, c'est des choses qu'il faut circuler. Nous, on est pauvres et beaucoup de gens qui font ce travail, on est pauvres, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, on a besoin qu'on nous aide en traduisant ces choses-là dans d'autres versions, en nous aidant à faire des vidéos pour qu'ils montrent à l'action le lobby sioniste qui fait son travail. Vous savez, moi, quand je fais une conférence quelque part, enfin, pour l'instant, avec le Covid, il n'y en a pas, mais quand je faisais des conférences en France, en Suisse, en Belgique, etc., vous aviez inévitablement un petit problème de vidéo, voilà.
vous aviez inévitablement le lobby sioniste qui passait un coup de fil aux organisateurs. Non, il ne faut pas l'inviter. Si vous faites ça, on va vous boycotter, on va vous appeler, etc. C'est un antisémite. Et donc, toute une campagne de calomnie. Ça, évidemment, ça a un impact sur nous. Ça nous a affaiblis, ça nous a appauvris. Et donc, le problème, c'est que tous les gens qui travaillent pour la solidarité avec les Palestiniens se font diaboliser et accuser comme ça. On doit montrer aux gens, vous savez, l'info que vous recevez, elle est fausse, elle est manipulée par des intérêts. Il y a à Tel Aviv un ministère des Affaires stratégiques qui n'est pas secret, mais c'est très discret, c'est rattaché directement au Premier ministre, ils ont des budgets énormes, ils emploient des soldats, des étudiants, etc., pour regarder tout ce qui se fait sur Internet dans le monde, directement aller diaboliser, démoniser, semer le doute, éventuellement lancer des polémiques hargneuses et agressives pour que les gens s'en aillent, etc., et faire pression sur les organisateurs pour que les activités de solidarité n'aient pas lieu. Donc, on doit faire ce travail. Aussi, les GAFA sont dans l'affaire, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou YouTube, vous devez savoir que ces gens-là travaillent avec l'OTAN, travaillent avec la CIA, travaillent avec des lobbies et des think tanks comme l'Atlantic Council, qui sont des trucs guerriers, militaristes, pro-Israël. Ils travaillent et ces gens-là sont en train de nous filtrer l'information. Vous avez en France, par exemple, le Décodex, lancé par le journal Le Monde. Aux États-Unis, NewsGuard, qui est une émanation de la CIA, qui prétendent dire aux gens ce qu'ils peuvent regarder ou ne pas regarder sur Internet. Et donc, quand vous allez sur Google, vous croyez que tout est présenté sur pied d'égalité. Pas du tout. Les algorithmes sont manipulés pour que les positions qui critiquent les États-Unis, l'OTAN et Israël se retrouvent en 4e, en 5e page, là où personne ne va. Et donc ça, c'est à mon avis maintenant, c'est une action que tout le monde peut faire, apporter de l'information autour de soi, discuter et débattre. Il ne faut pas simplement balancer l'information et puis on s'en va. Non, il faut écouter la réaction de l'autre, il faut écouter ses objections, il faut beaucoup de patience dans la discussion. Donc je crois que la solution par rapport à ça dépendra évidemment du peuple palestinien, de son unité, de sa résistance, mais dépendra aussi de la question, est-ce que chacun de nous, nous sommes maintenant, là où il est, un ambassadeur du peuple palestinien? Ça, c'est la clé de la bataille. Merci, Monsieur Collomb, pour cette intervention. On n'a plus beaucoup de temps, donc les prochaines questions, si on peut avoir des réponses un tout petit peu plus concises, ça serait gentil pour les participants qui ont posé des questions. Je continue toujours dans la même veine. Que pensez-vous d'instaurer un système démocratique avec des votations en Palestine? Oui, bien sûr. C'est la base de la démocratie. Un homme, une femme, une voix. Très bien. Mais dans tout ce qui se passe dans l'injustice mondiale, ma question est, que fait l'ONU? L'ONU traduit le rapport de force dans le monde. Jusqu'à présent, il était dominé par les États-Unis, donc les États-Unis faisaient la guerre avec l'aval de l'ONU manipulé ou sans l'aval, peu importe. Maintenant, le rapport de force change un peu, de sorte que l'ONU est moins actif, mais quand même, l'ONU reste aux mains essentiellement des États-Unis et de l'Occident, donc c'est la traduction du rapport de force. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une intervention extérieure toute puissante qui vienne régler. C'est à nous à changer le rapport de force. La solution, c'est une solution du coup citoyenne, oui, à votre avis? Citoyenne, populaire. Très bien. J'ai encore une question sur les relations avec le Moyen-Orient. Où en est-on des alliances géostratégiques entre les pays du Golfe et Israël dans un contexte d'affaiblissement du gouvernement israélien, américain et un petit peu des difficultés connues par certains pays du Golfe actuellement? Cheikh? Oui, la question géostratégique, pour moi, bon, je vois plus M. Collomb répondre à cette question-là, mais je vais dire quand même quelques mots avant et après, j'aimerais bien qu'il continue s'il le désire. Vous savez, les liens qui sont en train d'être créés entre des pays du Golfe et
et l'État d'Israël, l'État injuste d'Israël, ce sont des liens, pour moi, futiles, qui n'ont aucune importance, parce que ce genre de lien a toujours existé. Les pays, ces pays du Golfe, ce sont des pays qui ont été créés d'une façon injuste, sans aucune légalité. Et donc, ils existent là parce qu'ils sont tout simplement les gardiens du pétrole qui était dominé par les Anglais et maintenant par les Américains. Et l'État d'Israël aussi, c'est pareil, c'est un État qui a été inventé par l'esprit du colonialisme afin de continuer à, n'est-ce pas, se servir des fortunes des populations du Proche-Orient et aussi à créer un problème dans le monde entier à travers cette domination du colonialisme continuel. Je parle de ça, le nouveau colonialisme, le colonialisme qui essaie de coloniser les pensées et les moyens économiques, plus que comme l'ancien colonialisme qui se basait sur la présence militaire. Donc, ce qui est en train d'être tissé entre Israël et les pays du Golfe, certains, je ne dis pas tous les pays, certains pays du Golfe, ce n'est qu'un essai de faire miroiter quelque chose afin de faire peur. C'est exactement comme le magicien. Le magicien, pour prouver sa capacité, il fait voir aux gens ce qui n'est pas réel. Il fait voir. Il leur montre quelque chose, par exemple, qui veut se montrer fort alors que lui n'est pas fort. Donc, il essaie de gonfler un peu ses muscles ou bien ses poils pour dire, voilà, moi, je suis fort. Mais en fait, c'est tout simplement, ça s'arrête au niveau de miroiter, n'est-ce pas, des liens forts afin de dire aux gens que voilà, maintenant, vous ne pouvez plus rien faire, vous devez accepter l'état accompli et que maintenant, la présence d'Israël dans la région est une présence définitive et indiscutable et voilà, vous devez l'accepter. Et bien donc, voilà, donc cela n'a intimidé que les gens qui sont avec eux. D'ailleurs, la position de la République islamique d'Iran à sa tête, c'est Ali Khamenei, est devenue encore plus forte. La preuve est qu'ils sont en train de rendre actuellement ceux qui connaissent la région et qui connaissent l'équilibre des forces savent très bien que maintenant, ceux qui sont contre la présence du projet israélo-colonialiste sont en situation de faiblesse par rapport à ceux qui sont pour. C'est-à-dire ceux qui sont contre, ils sont plus forts que ceux qui sont... Et d'ailleurs, on dit actuellement que les accords de Vienne ont été faits justement parce que on a appelé à faire les accords de Vienne parce que tout simplement on sent que la résistance est en train de devenir encore davantage plus forte et plus puissante. Donc, il faut absolument faire des accords pour essayer de la freiner. Voilà. Oui, j'aimerais bien entendre Monsieur Colomb. Brièvement, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, vous savez, c'est une vieille hypocrisie qui est tombée. Les Saouds, les Émirats, l'Égypte, la plupart de ces régimes collaboraient déjà avec Israël discrètement. Beaucoup de musulmans, depuis des années, me disent on n'a aucune illusion, c'est les peuples contre les régimes. Et je pense que ça doit être pour nous une raison de plus de démasquer cette vieille coopération. Vous savez, c'est le roi du Maroc à l'époque qui avait aidé Israël à déclencher la guerre en 67 en leur communiquant, en traître, des informations sur la faiblesse de la riposte militaire des pays arabes voisins, dont l'Égypte. Donc, c'était vraiment déjà une trahison en 67, donc ce n'est pas nouveau. Je crois que cette collusion, cette complicité ouverte n'est pas un signe de force, mais un signe de leur faiblesse. Ils se rendent compte que militairement, Israël a reçu une fameuse défaite la dernière fois qu'il a essayé de s'introduire au Liban. Israël, les États-Unis, l'Europe n'ont pas réussi à briser ni la Syrie ni l'Iran. Et donc, je crois qu'on doit se saisir de cette scandaleuse complicité pour démasquer ces régimes. Et moi, j'insisterai sur un point.
On doit beaucoup parler de la guerre épouvantable qui est commise contre le Yémen, qui est une guerre atroce commise par ces régimes, mais en fait pour les États-Unis et l'Europe, on doit montrer les crimes qui sont commis là et montrer qu'il n'y a pas que les Palestiniens qui sont visés, mais que c'est l'ensemble des peuples arabes et musulmans qui sont menacés. Et que voilà, je crois que c'est vraiment un exemple d'action de communication que nous devons faire. On parle beaucoup trop peu des massacres épouvantables commis au Yémen. Toujours dans l'aspect géostratégique et les relations géopolitiques mondiales, j'ai des questions qui concernent, que pensez-vous la position de M. Poutine par rapport à cette question-là? Mais écoutez, Poutine, pour moi, je caractérise tout gouvernement par la question de savoir quelles sont les classes sociales qui dominent dans ce pays. Avec les transformations qu'il y a eu en Union soviétique, il y a eu une série d'évolutions, dont un grand appauvrissement de la population. Il y a des grands problèmes de pauvreté là-bas. Mais les États-Unis ont essayé de coloniser la Russie. Dans un premier temps, ça a marché. Dans un deuxième temps, il y a eu une résistance. Je pense que Poutine adopte une attitude beaucoup moins interventionniste, colonialiste et agressive au Moyen-Orient. Il est intervenu à la demande d'un pays pour défendre sa souveraineté, mais bien entendu, il obéit à ses propres intérêts, aux intérêts de la classe qui sont derrière lui. Donc, on doit faire une analyse de chaque régime et de ses motivations propres. En attendant, les choses sont relativement claires. Ceux qui attaquent les Palestiniens, le Yémen, la Syrie, ceux qui menacent l'Iran et qui veulent en fait recoloniser l'ensemble du Moyen-Orient, ce sont les États-Unis, l'Europe et Israël. Donc, pour moi, la cible, elle est claire. Oui, par rapport à la position de la Russie, bien sûr, à sa tête, Poutine, par rapport à la question de la région, ben, vous savez, bon, bien sûr, la Russie actuellement ne représente pas un danger pour la liberté de nos régions aussi important que celui qui est représenté par les États-Unis et avec cet esprit de colonisation, de vouloir dominer le monde. Mais la différence entre nous et Poutine, parce que nous, ce qui nous motive, ce sont des principes et des valeurs. Pourquoi nous sommes avec le peuple palestinien? Nous n'avons aucun intérêt. Nous sommes avec lui parce que c'est une cause juste. Pourquoi nous sommes avec le Venezuela? Pourtant, le Venezuela, c'est un pays qui a une autre religion, une autre langue, une autre culture, n'est-ce pas? C'est un autre continent. Pourquoi nous soutenons le Venezuela? Parce que c'est une question de principe et de valeur. Et pourquoi? Par contre, Poutine, je pense que lui et sa politique, c'est vrai, il n'est pas à l'image des pays actuellement qui soutiennent à fond le colonialisme direct comme les États-Unis, mais c'est un pays aussi qui agit par intérêt. Donc c'est le moteur de son action. Regardez par exemple la différence. Il a pris position pour défendre la Syrie parce qu'il a des intérêts. Il a des intérêts majeurs parce qu'il y a la question de certaines populations qui seraient originaires de Tchétchénia et qui eux, ces gens-là, qui peuvent revenir, voilà. Et il y a aussi la question du pétrole qui se trouve sur… Bon, tout cela, ça entre en ligne de compte. Mais seulement, regardez sa position par rapport au problème du Yémen. C'est l'indifférence totale, alors que le peuple du Yémen, c'est une cause aussi importante que la cause palestinienne. Le peuple du Yémen est en train d'être massacré et affamé, maltraité, laissé pour les maladies et pour la faim et avec les bombes sur sa tête, sans aucune raison valable, sans agresser personne. Le Yémen n'a agressé personne. L'Arabie Saoudite, dans son agression au Yémen, est soutenue par le monde entier. Même les Russes n'ont rien fait contre, n'ont bougé, ne serait-ce que le petit doigt contre. C'est-à-dire le monde total, toutes les puissances dans le monde sont contre le peuple du Yémen, ce peuple qui est complètement agressé et que tout le monde est vraiment, même la population partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique, au Proche-Orient, en Inde, partout, on est frappé par cette
silence et cette complicité du monde dans le problème du Yémen. Alors donc, pour savoir vraiment la politique d'un pays ou la politique d'un homme, il faut savoir comment il est par rapport à des questions en partant des principes et non pas des intérêts. L'intérêt change. Aujourd'hui, je suis pour ça, je suis contre. Des principes et les valeurs, ce sont les vraies références auxquelles il faut se référer pour juger de la justesse d'une position ou d'un être humain ou d'un État ou d'un régime ou d'un système. Merci, cher. J'ai une autre question. Excusez-moi. Je pense que ce sera la question finale. Après, on fera une conclusion, parce qu'il est déjà 17h33 et qu'on a un petit peu débordé, puisqu'effectivement, il y a un grand dynamisme au niveau des questions. Merci aux intervenants pour vos réponses. Effectivement, quand on voit la situation et quand on discute, il y a toujours, pour la question palestinienne, de la souffrance humaine, vraiment un peuple qui est déplacé, etc., et qui souffre aujourd'hui d'apartheid et de ce qu'on connaît déjà. De l'autre côté, à chaque fois qu'on parle de cette question-là, il y a des questions qui sont des questions politiques, géostratégiques. Finalement, les Palestiniens, ils vont se dire, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire, quel message d'espoir on peut leur envoyer, puisque finalement, leur question, elle comporte plusieurs réponses. Il y a plusieurs agents à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment compliqué. Quel message on peut dire aux Palestiniens et à tous les peuples qui luttent contre la tyrannie et l'injustice, finalement, quelle est leur solution, en fait? Quel message d'espoir on peut leur envoyer? Je ne sais pas si j'ai bien formulé la question. Je vous en prie. Chahir? Vous savez, la seule réponse à dire, leur seul moyen au peuple palestinien, le seul moyen qui leur reste, c'est la résistance. Parce que ni leur ennemi, à savoir cet État illégal et injuste et raciste, à savoir l'État d'Israël, n'en a donné autre choix, ni les peuples, ni les pays, la majorité des pays arabes ne leur ont pas donné le choix, ne leur ont pas soutenu comme il faut. Donc, le peuple palestinien, son seul alternative, sa seule alternative, c'est de résister. Comment résister? Résister exactement comme le fait une partie, malheureusement, du peuple palestinien actuellement. C'est une partie du peuple palestinien qui résiste et qui est, bien sûr, tout le peuple palestinien est uni et pour la résistance et pour s'opposer à ce système d'apartheid, à ce système raciste, à ce système colonialiste. Tous les Palestiniens sont pour, mais ceux qui résistent, ceux qui descendent dans la rue, ceux qui lèvent la voix, ceux qui s'insurgent, ceux qui disent voilà, nous ne sommes pas d'accord, nous condamnons, nous sommes contre, ils se positionnent, ils prennent position, ils sont peu nombreux malheureusement, comme toujours par rapport aux causes justes. Ils sont peu, ceux qui sont justes sont toujours peu nombreux. La seule alternative pour le peuple palestinien, c'est de résister et d'encourager ceux qui résistent, de les soutenir et d'inviter ceux qui ne résistent pas à aussi s'engager dans la résistance et aussi d'être actifs partout dans le monde parce que l'opinion internationale compte beaucoup. C'est le pôle le plus important pour la libération de la Palestine. Si tous les Palestiniens ici à l'étranger, par exemple, par rapport à leur pays, c'est-à-dire en Europe ou bien en Amérique, ou bien s'ils étaient tous actifs, je vous assure que la situation ne serait pas pareille, elle serait différente. C'est pareil comme si tous les musulmans s'expriment contre l'injustice en Palestine, même qui sont une minorité en Europe, ils peuvent changer la donne et ils peuvent changer les choses pour que ça aille mieux, pour que les gens obtiennent leurs droits et que les injustes, n'est-ce pas, soient dissuadés. Mais mon message aux Palestiniens sera très bref. Mon message fondamental, c'est merci, shukran, parce que en défendant l'indépendance, la liberté, la démocratie, vous défendez non seulement vous-même, mais les intérêts du peuple du monde entier. Et donc, moi, je suis admiratif parce que le martyre qu'on a infligé au peuple palestinien depuis maintenant 70 ans, c'est inimaginable tout ce qu'on leur a fait
et ils continuent à résister. Comme on vient de le dire, les simples citoyens résistent de façon héroïque et Israël, quelque part, est dans de grandes difficultés à cause de cette résistance. Il n'y a pas moyen de faire plier la toute grande majorité du peuple palestinien. Donc, avec l'équipe Investigation ici à Bruxelles et pour le monde francophone, et avec tous les groupes avec qui on coopère dans le monde, moi je dis merci. Et effectivement, tous les Palestiniens qui sont ici en Belgique, en France, en Suisse, etc., je vous en prie, contactez-nous, coopérez avec nous dans la bataille de l'information. Nous, on est pauvres, on a peu de moyens, mais on fera tout ce qu'on peut pour vous permettre d'apporter tout simplement votre témoignage humain, votre témoignage de victime, de solidarité, et ça va faire pencher la balance. Merci beaucoup, Monsieur Colomb. Merci beaucoup, Cheikh. Je vais juste rajouter une ou deux phrases de conclusion. Je remercie infiniment les intervenants et tous les participants à cette conférence. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une réussite, effectivement, avec les explications dont on a bénéficié de la part de Cheikh et de Monsieur Colomb, ainsi que de l'apport humain et religieux de l'archevêque de Jérusalem. Pour conclure, je dirais le sort de la Palestine est une question mondiale et je pense qu'elle le restera jusqu'à ce que une solution soit trouvée pour que cette injustice s'arrête. Pour les Palestiniens, il faut que l'humanité continue d'être présente à leur côté et d'informer, de lutter, de boycotter, de faire les actions nécessaires pour qu'on ne laisse pas une injustice finalement à nos portes et qu'on ne se contente pas de dire oui, c'est loin, c'est pas grave. C'est une question humaine et nous ne pouvons pas accepter l'injustice en Palestine. Pour les Palestiniens, la solution, elle est dans la patience et dans la résistance. Et merci beaucoup à tous. Et voilà, bonne journée ou bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maulana. Merci beaucoup. J'espère vous rencontrer un jour, M. Colomb. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.